stratégique. Al-Moussafa, the floor is yours. Merci, Madame et Messieurs les présidents. Merci aussi aux organisateurs de nous donner la chance de présenter les données sur la résistance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la résistance des échecs de deuxième et de troisième ligne, quel impact sur les choix stratégiques de traitement antirétroviral. Donc on va faire le plan suivant. On va parler de l'échec et de la résistance de façon globale, parler aussi des deuxième et de troisième lignes, voir qu'est-ce qui impact sur les choix thérapeutiques et finir par une conclusion. Sur l'échec et la résistance, donc Avelin m'a facilité la tâche. Je voulais vous rappeler un peu tout ce qui est recommandé par l'OMS et vous rappeler qu'ici, on va juste parler un peu de la résistance qui est sous traitement chez des patients qui sont sous traitement antirétroviral. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est recommandé par l'OMS. Donc, qu'est-ce qui est recommandé aussi comme traitement en termes de deuxième et de troisième ligne au niveau de l'OMS? Donc, je dis bien qu'on va rester au niveau de l'OMS. Donc, en première ligne, on donne 2 NUC plus de l'efavirenz, mais aussi en deuxième ligne, on va donner 2 NUC plus des IP boostés par le lopinavir et l'atazanavir. Et en troisième ligne, on propose le darunavir, le doli ou le raltegravir, plus 2 NUC en fonction du backbone que le patient a déjà reçu. Et ensuite, on a aussi d'autres schémas alternatifs qui sont détaillés ici au niveau d'autres populations. Alors, l'impact sur les choix stratégiques. Donc, on a une revue systématique qui a été faite depuis très longtemps, qui a parlé un peu de la résistance primaire, mais aussi de la résistance des secondes lignes, probablement beaucoup plus l'acquisition des résistances sous traitement antirétroviral. Et vous voyez que la résistance, quand on est à peu près à 12 mois, on est à peu près à 7% de résistance. Mais quand les patients restent encore à 12-24 mois de traitement, ils sont à peu près à 11%. Mais plus on dure sous traitement, plus la résistance va évoluer. Et cela a été bel et bien démontré. Donc, c'est pour vous parler un peu d'une des premières études que nous avons menées en collaboration avec la Pitié-Salpêtrière chez des patients qui étaient en échec de deuxième ligne. Et nous avons regardé à peu près 106 patients qui ont reçu des traitements antirétroviraux et qui avaient des charges virales supérieures à 1000 copies. Et donc, pour vous parler un peu des caractéristiques socio-démographiques de ces patients, l'âge médian était à peu près de 35 ans. Les patients avaient des charges virales supérieures à 1000 copies dans la plupart des cas. Les sous-types, c'est du CRF-SURO2 âgé. Les patients ont reçu des inhibiteurs nucléosidiques avec une durée de 4 ans en moyenne. Et les patients sont restés à peu près 6 ans en moyenne sous traitement antirétroviral. Quand on regarde le tableau ici à côté, vous voyez que les patients ont globalement reçu des inhibiteurs nucléosidiques qui sont à peu près connus dans nos schémas thérapeutiques, 100% de FTC ou 3TC. Mais aussi, ils ont majoritairement reçu la névirapine, l'efavirenz et le lopinavir qui est majoritairement utilisé dans notre contexte. Ensuite, nous avons fait une analyse multivariée dans laquelle nous avons regardé les facteurs qui étaient associés à la résistance aux différentes molécules antirétrovirales. Mais de façon spécifique, on a vu que la durée d'exposition aux inhibiteurs nucléosidiques était associée à la résistance à l'abacavir, au tenofovir, au lopinavir boosté, mais aussi au darunavir boosté. Mais quand on regarde de façon globale l'interprétation de la résistance dans cette étude, on voit qu'à peu près 50% des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse sont résistants quand les patients sont en échec de deuxième ligne. 38% des patients avaient une résistance croisée avec l'étravirine, donc une molécule qu'on ne peut pas utiliser si on ne fait pas de test de résistance dans notre contexte. 25% des patients étaient résistants au lopinavir et on a 12% de résistance au darunavir qui n'était pas encore disponible dans notre contexte. Donc, ça pose un réel problème, mais ça pose aussi des pistes de réflexion. Et ces données sont aussi confirmées par une étude récente qui a été menée au Kenya, où ils ont inclus à peu près 123 patients qui étaient en échec de deuxième ligne, qui ont majoritairement reçu du lopinavir. Ils ont pris des patients qui étaient en échec clinique, mais confirmés sur le plan virologique, et des patients qui sont suivis en routine, qui ont reçu 2 charges virales consécutives supérieures à 1000 copies.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé à peu près 27% de résistance globale au lopinavir, 24% à l'atazanavir et 7% au darunavir. Donc, en conclusion, ils montrent à peu près qu'un quart des patients qui étaient résistants en deuxième ligne n'avaient pas d'option thérapeutique disponible dans le pays à l'époque, et ils ont recommandé vraiment l'accès des molécules de troisième ligne dans leur contexte. Mais de façon beaucoup plus globale, des études, des méta-analyses récemment publiées en 2017, en juillet 2017, qui a inclus à peu près plusieurs études, mais au final, à peu près 28 études ont été incluses dans cette étude, regroupées beaucoup de pays, et ils démontrent de façon très claire que la résistance est globalement liée à la durée d'exposition au traitement antirétroviraux. Donc, plus on dure sous traitement ARV, plus on a la chance d'acquérir des mutations de résistance. Vous parlez un peu de cette étude qui a comparé le dolutegravir avec deux nucs plus le lopinavir. Une étude, le design, c'est 2 nucs de dolutegravir comparé au lopinavir plus 2 nucs. Vous connaissez un peu le titre, mais juste pour vous montrer que c'est une étude qui a inclus beaucoup de pays, dont beaucoup de patients africains qui viennent de l'Afrique du Sud. Les patients ont reçu dans cette étude de façon globale les combinaisons thérapeutiques qui sont disponibles chez nous, l'AZT 3TC plus tenofovir 3TC FTC, dans plus de 80% des cas. Et les résultats virologiques de cette stratégie démontrent clairement que l'avantage est du côté du dolutegravir quand on a des résultats virologiques, on a à peu près 82% et 69% dans le bras lopinavir, et on voit que l'avantage est clair sur le dolutegravir. De façon plus importante, quand on regarde au niveau de la résistance dans les deux bras, on voit que dans le bras du dolutegravir, en bleu ici, vous ne voyez pas du tout de résistance. 8 patients étaient en échec, et ces 8 patients n'ont aucune résistance au dolutegravir, mais aussi aux inhibiteurs nucléosidiques dans cette stratégie. Mais quand on regarde le bras lopinavir, on voit que 24 patients étaient en échec, et parmi les 24 patients, 3 patients avaient des résistances aux inhibiteurs nucléosidiques, sont donc des mutations additionnelles qui s'ajoutent au cours de l'échec. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les deux bras, on n'avait pas de mutation de résistance ni au dolutegravir, mais aussi ni au lopinavir dans cette étude. Donc, pour les molécules de troisième ligne, donc, je vous ai mis juste l'essai Tilao que beaucoup d'entre vous connaissent, mais on va laisser ça à Marie-Laure Chex qui va nous parler tout de suite des données de résistance de Tilao. Mais aussi, de façon globale, aujourd'hui, on est en train de parler du dolutegravir pour l'usage en première ligne. Et on a une étude très récente qui vient d'être publiée en février 2018 pour faire de la résistance primaire chez des patients qui n'ont jamais reçu des inhibiteurs d'intégrase pour voir quelle est la prévalence des virus qui ont des mutations de résistance à cette molécule. Et on voit de façon globale qu'il y a très peu de résistance, c'est beaucoup plus de mutations polymorphiques à cette classe. Une autre étude qui a été menée au Zimbabwe et qui a essayé de voir les patients qui étaient en échec de traitement de deuxième ligne, mais aussi voir les résultats virologiques quand on met les patients sous traitement de troisième ligne. Ils avaient inclus à peu près 86 patients qui étaient en échec de deuxième ligne. Et de façon intéressante ici, ils regardent à peu près les patients qui avaient des mutations de résistance. Et on voit qu'à peu près, la moitié des patients n'ont aucune mutation de résistance, donc 0 mutation de résistance. Et à peu près, on voit le reste, les 50% sont répartis entre ceux qui ont une mutation et voire à peu près 5 mutations de résistance. Alors, dans cette étude, ils ont inclus à peu près 186 patients, certains n'étaient pas bons adhérents à travers leur schéma, ils les ont exclus, mais au total, il y en avait aussi des perdus de vue. Et au total, ils ont inclus 86 patients. Sur les 86 patients qui sont inclus, ils les ont divisés en des patients, ceux qui ont des mutations n'ont pas de mutation de résistance aux inhibiteurs de la protéase, et ceux qui avaient des mutations aux inhibiteurs de la protéase. Parmi ceux qui n'ont pas de mutation de résistance, ils ont continué sur leur traitement de deuxième ligne. Et ceux qui avaient des mutations de résistance aux inhibiteurs de la protéase sont passés sous traitement de troisième ligne. Mais parmi ceux-ci, on voit que ceux qui ont continué sur traitement de deuxième ligne, à peu près à 24 semaines, on a à peu près 78% des patients qui étaient en échec encore sous leur traitement de deuxième ligne. Cela démontre les résultats contraires que nous avons reçus dans l'étude Tilao. Mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que les patients qui étaient passés sous troisième ligne, on a à peu près 80% de succès virologique chez ces patients.
Juste pour vous présenter un cas d'un patient que nous suivons à Bamako, un patient de 48 ans qui avait reçu de la thriobune, vous savez, DKT3TC à l'époque. Il était depuis 2006 sous traitement avec des CD4 qui fluctuent. Il est passé sur plusieurs schémas, Bacavir, DDI, Lopinavir, après Tenofovir 3TC, Lopinavir. Et dernièrement, il a eu une charge virale en décembre passé à 39 000 copies et on nous a demandé de faire une charge virale. Et quand on a fait une charge virale et un test de résistance, et quand on a fait le test de résistance, vous voyez qu'on voit qu'il y a une résistance totale à l'ensemble des classes de la classe des inhibiteurs nucléosidiques, mais aussi une résistance totale à l'ensemble de la classe des inhibiteurs de protéases. Alors, et c'est des patients qui ne sont pas isolés, c'est des patients qui sont de plus en plus fréquents dans le contexte aujourd'hui. Et la question primordiale qu'on se pose, quel schéma de troisième ligne on va proposer pour ces patients dans notre contexte? Donc, je vous laisse réfléchir sur la question. Pour terminer, en conclusion, on va dire on a très peu de données de résistance sur les schémas de troisième ligne, mais aujourd'hui, de façon unanime, tout le monde est d'accord que le dolutegravir a une place extrêmement importante dans les choix de première ligne. Mais la grande question, je vois des cliniciens qui me regardent, quelle stratégie vous allez nous proposer et quelle stratégie devrons-nous proposer pour des schémas de deuxième et de troisième ligne si on accepte le dolutegravir en première ligne. Et donc, on va terminer juste remercier l'ensemble de nos collaborateurs de la Pitié-Salpêtrière, Anne-Geneviève et Vincent Calvez, Chicago avec Robert Murphy, nos amis du Haut Conseil et de la cellule, Draman Kone et Yacouba Diarra, toute l'équipe de Serefo, Oumar Dolo qui est dans la salle, et puis Aliou Baldé, Djeneba Fofana, les Amar et toutes les équipes cliniques avec lesquelles nous travaillons, tous nos collaborateurs. Et je termine juste pour vous présenter une association que nous avons créée, qu'on appelle l'Association africaine de lutte contre la résistance antimicrobienne, AMA, qui a eu son premier congrès à Bamako le mois dernier. Et c'est une association qui est ouverte, vraiment. Kumba est la vice-présidente, donc vraiment, je vous invite à adhérer à cette association parce que la résistance est un problème mondial et c'est devenu la sécurité mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup Al-Mustafa pour cette belle présentation qui montre qu'avec un traitement sous-optimal, un suivi biologique sous-optimal, nous sommes loin de la fin de l'infection à VIH-Sida. Donc là, nous prenons 2 questions cette fois-ci. Ah, 2 questions. Oui, là. Oui. Merci, Charles Panfard du Cameroun. Malheureusement, Mustafa a posé des questions et qui sont restées sans réponse. Moi j'ai une question en tant que clinicien. Généralement, on dit que lorsqu'il y a la résistance, les médicaments gardent une certaine efficacité résiduelle. Oui. Donc, en l'absence des troisièmes lignes, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, les patients en échec de deuxième ligne, on garde la deuxième ligne, sachant qu'ils vont maintenir une efficacité résiduelle et avoir des charges virales pas très élevées. Par contre, on dit plus on garde ce patient en deuxième ligne, on compromet la troisième ligne, même si elle vient à être disponible. Donc, on est embarrassé. Qu'est-ce qu'on fait? On a des virologues qui nous disent qu'il faut doubler la dose des médicaments de deuxième ligne actuelle, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et finalement, ce n'est pas ce qu'on doit faire. Bah, si tu veux un commentaire, effectivement, il y a des données cliniques qui sont très claires, et tu as raison de le rappeler. C'est des données de la cohorte Eurosida, il y a déjà un moment, qui ont montré que sur les patients en échappement virologique qui sont sous traitement, si on ne peut pas faire autrement, il faut laisser le traitement. Ça, c'est des données cliniques sur les décès, l'évolution vers le sida. Ça, c'est clair qu'il faut les laisser. Après, ta question, elle est effectivement complexe parce que tu les laisses et tu sais que tu accumules encore plus de mutations. Mais si tu te reportes sur la clinique, il ne faut pas arrêter le traitement. Ça, c'est bien démontré par cette étude. Après, doubler les doses, c'est surtout dans le cas du darunavir où on augmente les doses. C'est la molécule pour laquelle on peut doubler la dose, etc. Les autres molécules... Franchement, c'est pas trop... voilà, il y a d'autres cliniciens dans la salle. Mais... Moi, je fais juste un commentaire sur ça. On a regardé chez les enfants, souvent, vraiment, quand on double les doses, on arrive vraiment à contrôler
chez ces patients qui étaient en échec. On a eu plusieurs exemples chez les enfants, chez les IP. Voilà. Oui, les IP, oui. Oui, Ndefatou. Madame. Merci Al-Mustafa pour cette belle présentation. Moi, j'avais une préoccupation, c'est surtout par rapport à la disponibilité des troisièmes lignes. Je pense que aujourd'hui, on sait que quand même il y a des médicaments qui sont efficaces, mais comment faire pour disponibiliser ces médicaments au niveau des pays à ressources limitées? C'est ça la grande question. Oui. Donc, en général, c'est de petites quantités dont on a besoin. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas s'organiser, l'Afrique de l'Ouest en tout cas, quelle organisation, quel dispositif mettre en place pour qu'on puisse avoir accès à ces produits-là? Je pense que ça, c'est la question fondamentale. Ouais. La deuxième question, pour taquiner un peu les biologistes, AMR, c'est pour les biologistes ou bien c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Donc, Kumba a déjà répondu à la dernière question. C'est pour tout le monde. C'est une association qui regroupe les biologistes, les vétérinaires, les cliniciens, les parasitos, les bactériaux, les viraux, tout le monde. Voilà. Donc, c'est One Health, en fait. Voilà. Donc, pour répondre à ta première question, aujourd'hui, moi, je suis content de répondre à la question parce que je viens d'arriver de la Côte d'Ivoire où on a été évaluer la chaîne d'approvisionnement et on démontre très clairement que le problème existe dans tous les pays. C'est des petites quantités et il faut forcément centraliser ces quantités-là dans un seul pays et pouvoir les disponibiliser. Ça a été proposé dans le cadre de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, mais je ne sais pas pour quelle raison on a vraiment du mal à pouvoir le faire. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse aussi, c'est qu'il faut aussi reconnaître que les troisièmes lignes, on a d'abord en amont, avant d'arriver aux troisièmes lignes, les deuxièmes lignes, on a très peu de passages vers les deuxièmes lignes. Quelqu'un l'a dit ce matin dans la matinale de la virologie, on fait beaucoup de charges virales. Les charges virales ne sont pas interprétées, les patients ne sont pas switchés, on ne fait pas de renforcement, donc ils ne vont pas en deuxième ligne. Et ceux qui sont en deuxième ligne aussi, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas des patients qui sont en troisième ligne pour pouvoir optimiser les chances de pouvoir faire un suivi optimal. Voilà. Donc je pense qu'il y a un travail double à faire au niveau vraiment de la formation de la clinique, mais aussi au niveau politique pour pouvoir agencer tout cela. Merci beaucoup. Merci. Je te passe la main. Merci Kumba. Donc on passe la parole à Marie-Laure Schex qui va nous présenter une étude sur la résistance dans les 7 ILAO de l'ANRS.